C'est 88, la finale suisse à Beaulieu. J'y étais pour Radio Acidul, qui était une radio associative lausannoise. J'ai couvert cette finale présentée par Serge Moisson et dans le cadre de laquelle Céline Dion a gagné sa place pour participer à la finale européenne. Vous, donnez-moi ma chance. Emmenez-moi loin d'ici. Ne partez pas sans moi. Laissez-moi vous suivre. Vous qui volez vers d'autres vies, laissez-moi vivre la plus belle. Mon deuxième souvenir, évidemment, c'est 89, parce que j'étais aussi pour Radio Acidul sur place. J'ai même eu la chance de faire une interview de Céline Dion. Je pense qu'à l'époque, c'était plus facile qu'aujourd'hui. Et de vivre un peu le concours de l'intérieur, de le commenter même, ce qu'on avait diffusé. Et puis ça, c'est mes deux premiers souvenirs. Voilà. Mais avant, il y a eu plein de souvenirs, mais comme beaucoup de monde, dans l'enfance, l'adolescence, la jeunesse et tout. Ah, elle était positive. Moi, j'ai toujours été assez fan. Par exemple, la radio, j'y suis arrivé par les hit parades, par la musique. Donc, pour moi, elle a toujours été très positive. J'ai jamais senti le côté ringard de l'Eurovision. J'ai grandi avec l'Eurovision, je crois. Et j'ai grandi avec les musiques européennes. Bon, c'était assez fascinant à l'époque de voir ce concours dans les langues nationales, puisque avec l'arrivée d'ABBA, il y a eu cette période où les groupes pouvaient chanter en anglais. Et puis après, on est revenu aux langues nationales. Je pense qu'à un moment donné, j'étais un peu le dernier des Mohicans à avoir une bonne image de l'Eurovision, alors que tout le monde avait une mauvaise image de l'Eurovision, y compris dans un pays comme le nôtre, qui était pourtant fondateur de l'Eurovision. Mes 20 ans, jardin plein de soleil où je courais enfant. Partout, je t'ai cherché, mon amoureux lointain. Quêtant par les sentiers où tu prenais ma main. Il y a eu plein de gens qui l'ont fait avant, mais il y a eu en particulier quelqu'un qui l'a fait très longtemps, c'est Georges Hardy, qui avait le même coiffeur que moi. Et Georges l'a commenté pendant des années et des années. Il y a eu Serge Moisson aussi, mais lui, c'est vraiment Georges. C'est un de ceux qui, au niveau européen, l'a commenté le plus longtemps. Et je crois que je viens de battre son record, parce que je crois qu'il était à 28 ou 29 mois. En tout et pour tout, je suis, on dira 35, entre 33 et 35, si on compte les 2 années qui n'étaient pas pour la radio et la télévision suisse, romande. Donc il y a eu une certaine fidélité. Puis après, il y a eu 2-3 personnes qui ont fait une année ici, une année là. Il ne faut pas croire Wikipédia parce que c'est tout faux, mais Georges, je sais qu'il l'a commenté pendant des années et des années. Est-ce que l'enthousiasme que tu as eu mis dans certains commentaires ou reportages a toujours été vraiment bien sincère? Est-ce que vraiment, par exemple pour les prix Eurovision, on a pu entendre un certain nombre de navets, tu éprouvais l'enthousiasme qu'on entendait? Michel, ça c'était tout à fait différent. Lorsqu'on vend une salade, quelle qu'elle soit, il faut bien la vendre. Mais On même- n'a pas le droit, à l'égard de ceux qui se présentent sur scène, des artistes qui ont préparé longuement, même s'ils sont mauvais à la réception, donc à l'émission, on n'a pas le droit de les scier. Tant mieux pour eux, ce sont des garçons sympathiques, ce sont des vrais professionnels. Mais je vous le répète, comme disait Jean-Claude Pascal, la prochaine fois je viendrai avec un éléphant. Comme ça, je serai sûr de me faire remarquer. C'est très intéressant parce qu'on est nombreux à avoir commenté longtemps l'Eurovision. Et dans les commentateurs Eurovision, presque personne s'arrête à 65 ans, à part moi. Mais les autres, il y en a qui ont 70, 80 même, qui sont là depuis des années, mais qui ont fait moins d'années. Parce
qu'ils ont commencé plus tard. Parce que je pense que c'est un truc, ou bien on part du principe que le commentaire de l'Eurovision, c'est quelque chose que l'on fait avec un regard respectueux, un regard de passionné, mais respectueux. Et puis là, c'est des gens plutôt qui ont de l'expérience qui font ça. Parce que ça peut paraître anodin d'aller commenter un concours comme celui-ci, mais moi, j'ai toujours dit c'est 10 fois plus difficile de commenter l'Eurovision que de le présenter, le concours. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à bord du grand navire portugais ce soir avec Nicolas Tanner. Bonsoir Jean-Marc, bonsoir à tous. Nous sommes au Portugal, incroyable. Qui aurait cru après tant d'années que nous pouvions accueillir le concours Eurovision ici à Lisbonne? D'abord, j'ai commenté tout seul. Puis ensuite, c'est moi qui trouvais que c'était sympa d'avoir un regard extérieur qui ne soit pas quelqu'un de l'Eurovision. C'était ma manière aussi de dire, est-ce qu'on n'aurait pas avantage à aller chercher des gens qui ne sont pas du tout Eurovision pour faire venir l'intérêt des médias, puis aussi peut-être des téléspectateurs qui se diront tiens c'est marrant, c'est Morisot qui commente, c'est Henri Dess qui commente, c'est Marie-Thérèse qui commente. Et donc on est allé chercher des gens qui étaient presque dichotomiques par rapport à l'Eurovision. Pas Morisot, parce qu'il a présenté plusieurs chansons plusieurs fois. Et c'était très intéressant d'avoir ces regards. Reste que c'était des regards particuliers sur la chanson. Ce que Nicolas Tanner a apporté, c'est son expertise historique aussi. C'est quelqu'un qui a une mémoire exceptionnelle, c'est quelqu'un qui est un passionné de l'Eurovision. Il n'est pas du tout de la télévision et de la radio, il est directeur d'Emirates en Suisse romande, donc c'est un vrai fan. On a quelqu'un qui l'a dans ses tripes, quoi. Et même s'il n'était pas du tout commentateur, s'il n'avait jamais fait de radio et de télévision, il amène quelque chose comme expert sur la durée aussi. Les coulisses de l'Eurovision, c'est quelque chose d'assez fascinant et ça a beaucoup évolué. En 1993, à Mill Street Town, ville de 7000 habitants, on tenait le concours dans un manège. Donc ils avaient sorti les chevaux, remplacés par des concurrents. Et en fait, les coulisses, c'était de se retrouver tous ensemble entre les différentes répétitions parce que les hôtels les plus proches étaient à 40 km. Je me suis assis sur les escaliers. J'avais pris le matin au petit déjeuner du saumon, un sandwich, c'est en Irlande, à Mill Street. Donc on était puis j'avais préparé 2 gros sandwichs comme ça. Et il y a un gars qui s'assied sur l'escalier avec moi et qui avait entendu que je parlais français. On commençait à parler français les deux. Je lui dis, mais moi j'ai 2 sandwichs, je voulais prendre le mien. Et il me dit, ah ouais, volontiers, etc. C'était Patrick Fiori, qui n'était pas très connu à l'époque, mais même s'il avait été connu, il était là. Et quelques années plus tard, il est revenu au coup de cœur et il me dit sandwich au saumon. Donc c'était vraiment dans les coulisses, on était tous ensemble, vraiment. Entre les commentateurs, il y a des liens qui se sont créés, évidemment, 35 commentaires, 33 pour la radio et la télévision, mais ça veut dire qu'il y a des liens qui se sont créés. Et effectivement, déjà avec les Alémaniques et les Tessinois, on a toujours fait des paris, toujours. Des fois même, on faisait, on ne devrait pas le dire, mais des paris payants, on mettait chacun 20 francs, etc. Puis c'est celui qui avait le plus de balayes. Et en général, il ramassait tout, puis il payait à manger le soir à la fin du concours. Donc aujourd'hui, les coulisses, ça s'est quand même tendu un peu depuis quelques années pour des problèmes de sécurité. Ça a commencé déjà un peu à Moscou. Et puis après, ces dernières années, ça a été plus compliqué. Il y avait des tensions aussi très fortes de par la présence d'Israël et des gens qui la contestaient et d'autres pas. Et donc, c'est moins sympa. Et il y a pas mal de pays qui ne viennent plus avec leurs commentateurs sur place parce que ça coûte cher, qui font les commentaires depuis chez eux à la maison. Qui a gagné le plus de paris entre les Alémaniques, les Tessinois et les Romans? Je pense que c'est Nicolas Tanner, franchement. Nicolas, Sven Épinay fait pas mal chaque année aussi du côté des Alémaniques, mais je pense franchement que c'est Nicolas Tanner. C'est nous les Romans. Les paris, c'est nous. Bon, je pense que le concours, il est devenu total. C'est-à-dire qu'il y a eu des années où c'était vraiment la composition et l'interprète étaient au service de la composition. Je pense les premières années, c'est clair. Géo Voumar et Émile Garda ont certainement composé cette chanson dans ce studio où nous sommes en ce moment pour Licencia, mais c'était vraiment leur composition. Et du reste, ils racontent que le jour de la finale, ils avaient un peu oublié qu'il y avait la finale parce qu'il n'y avait pas la télévision, c'était que la radio. Et ils étaient dans un bistrot et Émile a appris dans un bistrot qu'il avait gagné. Qui l'avait gagné, le compositeur? Il y a eu les années, je pense, où c'était beaucoup plus le show TV. Et puis, depuis quelques années, il y a la totale. C'est-à-dire que la victoire de Nemo incarne parfaitement ça. C'est une chanson
original, qui n'est pas calibré pour l'Eurovision. C'est un interprète qui a une capacité à être toujours au top quand il s'agit de faire la finale pour le jury, puis le lendemain la finale pour le public. Et c'est un show qui est construit pour la TV. Et dans la salle, c'était moins fort qu'à la télévision. Donc ça reste pour moi ça, l'essence même de l'Eurovision, c'est un spectacle de télévision. Un spectacle de réseaux sociaux aussi, mais un spectacle de télévision. Parce que les premières années, Beaulieu est un exemple, mais les premières années d'Irlande aussi, quand Céline Dion a gagné, c'était vraiment la captation d'un spectacle dans un théâtre. Ce n'était pas un spectacle qui était vraiment construit pour la télévision. Et ça l'est devenu avec les Irlandais petit à petit dans les années 90. Puis ça a perdu un peu parce que c'était devenu plus danse et autres. Et maintenant, je serais intéressé de voir ces prochaines années, qu'est-ce que ça va devenir. Je pense que le danger qui guette l'Eurovision, c'est plus le lien entre le concours et les plateformes de réseaux sociaux. Parce que là, le côté bienveillant de ce concours qui a toujours existé, il est en train de glisser vers des choses parfois un peu plus nationalistes, vers des remarques qui sont très réseaux sociaux, donc qui sont rarement bienveillantes, l'empathie n'étant pas, disons, le sentiment dominant des réseaux sociaux, pour être clair. Et là, ça peut déraper. Je suis plus inquiet pour ça, c'est-à-dire comment le show, le concours Eurovision va garder son essence télévisuelle, de rencontres européennes, de convivialité. Et par exemple, je pense que c'est significatif, les tensions qu'il y a autour de la présence d'Israël, c'est-à-dire que les premiers groupes qui ont été sifflés à l'Eurovision, ils étaient sifflés parce que ce n'était pas vraiment eux qui chantaient, mais ceux qui étaient dans les coulisses, ce n'était pas pour des raisons politiques, alors qu'aujourd'hui, c'est clairement pour ces raisons-là que les gens réagissent. Donc je pense que, et ça c'est largement lié aux réseaux sociaux. Et voici la Suisse avec Nemo Mettler. La Suisse qui a gagné 2 fois l'Eurovision. Pour moi, le top 3 des chansons suisses, c'est John Stiers en 1, très clairement. Parce qu'il a amené une confiance, il a amené un capital voix que personne n'avait réussi à amener avant lui. Que ce soit Luca Hänni, qui était plus dans le côté un peu latino, comme ça, etc., c'était très bien, mais John Stiers a amené quelque chose de fondamental. Ensuite, évidemment, on doit parler de Nemo parce que je crois que là, on a un artiste totalement perché qui gagne un concours alors que quand il arrive au Camp Suiza pour écrire une chanson, il pense écrire une chanson pour quelqu'un d'autre. Et quand il parle avec la personne à qui il pensait pour écrire la chanson, elle lui dit « moi j'ai fait l'Eurovision il y a 2 ans, donc c'est pour toi ». Donc il arrive avec cette espèce de candeur. Il n'est pas venu pour gagner l'Eurovision, il est juste participé à un camp d'écriture. Et pour moi, dans le top 3, il y a une très grande déception parce que cette année-là, on était favoris et on se disait on pourrait gagner, c'est DJ Bobo. Et pourquoi je parle de DJ Bobo? C'est parce que, en fait, on a fait une grosse erreur cette année-là, c'est-à-dire qu'on a juste pensé que prendre quelqu'un de connu qui avait fait Chihuahua et qui avait fait un tube, ça suffisait pour gagner. Et c'est la prise de conscience de cet échec cuisant, mais même pas aller en finale, cuisant, qui nous a fait réfléchir à mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour arriver et pas pour penser qu'on va y arriver. Je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avec celle de Conchita Wurst, parce que Conchita Wurst,
il y avait quelque chose qui était très déstabilisant pour beaucoup de monde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de femme à barbe qui n'est pas une femme mais qui est un homme mais qui porte une barbe? Et puis, tout le monde s'est focalisé là-dessus. Et en fait, c'est la voix. C'est la renaissance de la voix. Ce que Thomas a fait, donc Conchita Wurst, il a offert au monde entier cette prise de conscience que la voix est essentielle dans la chanson et dans la musique, mais il a aussi fait avancer la cause. Et ça, c'était intéressant. La cause de la différence. Il y a chaque année dans l'histoire de l'Eurovision des polémiques. Et il y a une polémique qui, moi, m'énerve toujours un peu, c'est l'histoire que, soi-disant, les votes sont arrangés entre pays, compagnie et tout. Alors, c'est vrai qu'à l'origine de l'Eurovision, sans que ce soit des votes arrangés, les pays du Nord en avaient tellement marre que ce soit toujours des pays francophones. Il faut quand même se souvenir qu'il y avait la Suisse, le Luxembourg, il y avait Monaco et il y avait la France. Hein. Souvent, ça pouvait être francophone, tous ces pays. Donc là, il y a eu quelques arrangements dont on a été une fois victime, effectivement. Puis après, les principales polémiques, c'était de dire ouais, les pays ils votent entre eux. Parce que Chypre donnait 12 points à la Grèce donnait 12 points à Chypre. En fait, si on regarde bien, c'est faux. Parce que la Turquie et puis l'Allemagne, ils ne sont pas juste à côté. Et en fait, l'Allemagne donnait toujours 12 points à la Turquie parce que c'était les communautés turques en Allemagne qui votaient. Et nous, on n'arrêtait pas de dire, mais c'est pas une histoire de voisins. Bien sûr que si tu as un chanteur connu en Suède, il est en général connu en Norvège, en Finlande et puis éventuellement dans les pays. Comme chez nous, Louane, elle est connue en Suisse, elle est connue en Belgique. Voilà, il n'y a que nous qui avons des chanteurs en Suisse qui ne sont pas connus à l'étranger. Ça, c'était, si vous voulez, une polémique qui finissait par nous énerver un peu. Mais les petites polémiques rigolotes, moi j'adore. Moi j'adore cette année quand l'Estonie vient avec un café macchiato puis que les Italiens protestent parce que ça fait partie de leur patrimoine culturel puis que c'est scandaleux de parler de café macchiato et de mafia et compagnie et tout. Ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien. Mais je veux dire, ces petites polémiques-là, je les trouve très sympas. Il y avait les polémiques que moi j'adorais. C'était les polémiques sur le fait que les chanteuses ou les chanteurs, en fait, c'était pas vraiment eux qui chantaient parce que c'était les bacs vocales derrière. C'était le cas pour les tatous, les chanteuses russes. Alors oui, c'est vrai, il y avait des gens en bac, derrière en bac vocal, etc., qui étaient en live, hein. Et c'était des polémiques assez rigolotes parce qu'on disait est-ce que oui, non, etc. Malheureusement, les polémiques les plus fortes, ça a été comment ça se fait que la Russie soit présente alors qu'elle a envahi la Crimée. Ça, c'était vraiment quelque chose. À l'époque, personne ne comprenait que la Russie soit présente encore. Après, elle était exclue. La Biélorussie aussi. Puis maintenant, c'est Israël, pas Israël. Et ça, c'est un vrai problème. Fondamentalement. C'est un vrai problème parce que dans le milieu artistique, chez les artistes comme dans la société civile de nombreux pays qui participent à ce concours, ça peut paraître inacceptable qu'on ait exclu la Russie puis qu'on n'exclue pas Israël. Alors il y a plein d'explications pour dire qu'il n'y a pas de raison de l'exclure, puis il y a plein d'explications pour dire qu'il faudrait l'exclure. Et l'UER a décidé que ce n'était pas une dictature, Israël, donc on gardait Israël. L'UER a décidé que Israël était encore dans l'UER, donc voilà, c'est la décision de l'UER. Mais cette polémique-là, elle a pourri complètement le climat du concours l'année dernière à Malmö. Ça a dérapé, Malmö ça a dérapé. Et moi j'ai un immense espoir, c'est que Bâle redore ce côté-là. Switzerland, from the public, you have received Yeah! La Suisse! On a gagné l'Eurovision! On a gagné l'Eurovision! On a gagné l'Eurovision! 32 ans que j'attendais ça! 32 ans que j'attendais ça! On a gagné l'Eurovision! On l'a gagné! On a gagné! Incroyable! Alors nous, on a voulu gagner, c'est très clair. Ça fait 10 ans qu'on bosse comme des fous pour essayer de sélectionner une chanson, qu'on organise des camps d'écriture avec la Suiza, qu'on demande à des chanteuses et à des chanteurs suisses quand les chansons arrivent au final, qu'elles ne sont pas interprétées dans la maquette par des chanteuses ou des chanteurs chez nous. On va chercher, on va demander à des artistes de venir interpréter ces chansons. Clairement, même cette année,
on fait tout pour gagner. Et moi, j'ai l'espoir qu'on ne va pas regagner dans 30 ans, mais peut-être dans 3, 4 ou 5 ans. Et je ne suis pas sûr que les Suédois aient très envie d'organiser l'année prochaine, mais en même temps, parce qu'eux, ils ont quand même cumulé pas mal d'organisations. Mais je ne crois pas. Je crois que la preuve, c'est que quand un pays se solidarise, comme ça a été le cas pour Bâle, hein, quand même, il y a eu une votation. C'est quand même une des premières fois dans l'histoire de l'Eurovision qu'il y a le peuple ou la population d'une région où est organisé le concours vote à près de 70% pour dire oui à un crédit quand même conséquent de 35 millions pour l'organisation du concours. Donc, moi, je pense que c'est vrai qu'on a peu de chances de gagner 2 années de suite parce que le public, le jury ne tient pas compte de ça, mais les différents publics dans les différents pays ne vont pas dire « Ah non, on ne vote pas pour la Suisse, ils ont gagné l'année passée hein, », ou bien… Tu comprendras un jour que les fleurs sont plus belles quand tu les arroses. Tu m'as coupé tellement de fois. Si tu veux, je pars avec toi. C'est très rigolo parce que nous, on a une tradition avec Nicolas, avec ma famille, hein, qui connaît bien l'Eurovision aussi. On se fait des visionnements ensemble et on n'est pas du tout d'accord cette année tous ensemble. Je crois que ma famille et puis Nicolas sont très fans de la chanson autrichienne. Moi, je trouve ça me touche moins. Moi, je trouve la chanson estonienne, c'est juste un cadeau s'il arrive à l'interpréter comme ça. Puis les Suédois, ils m'énervent parce qu'ils font chaque fois tellement fort, les Suédois. Je pense qu'on a besoin de ça. Mais c'est personnel, hein, parce que si l'Autriche devait gagner cette année, ce serait très classique. Et un truc très classique, moi, des fois, ça m'emmerde un peu, quoi. Alors que des choses qui boostent un peu ou qui changent un peu, ça m'aide. Je trouve qu'il y a des belles chansons aussi classiques, mais des choses trop classiques, moi, ça m'embête un peu, quoi. Depuis 89, on attend, j'attends, et pouvoir dire une fois on a gagné l'Eurovision, c'était juste génial. Alors après je me suis dit, je m'arrête, mais j'ai dit non parce que j'aurais envie de le commenter une dernière fois. On m'avait juste demandé si ça m'intéressait de le présenter aussi, puis j'ai tout de suite dit non parce que moi je voulais le commenter une dernière fois depuis la maison, depuis chez moi, et de pouvoir travailler à la préparation de ce concours, ce que je fais dans la délégation suisse avec les organisateurs, et donc de pouvoir être intégré dans ce processus-là jusqu'aux commentaires, je trouvais que c'était un aboutissement extraordinaire. Et puis, alors honnêtement, je ne veux pas attendre encore 30 ans qu'on gagne, donc je vais tout faire dans la délégation pour qu'on gagne avant, mais ça sera quelqu'un d'autre qui pourra dire on a gagné l'Eurovision, et j'espère que ce sera encore Nicolas Talon.